j'ai de la barbe. T'as de la barbe. Nous avons et vous avez de la barbe. C'est beau, des barbes. Je trouve ça joli. Je trouve que ça fait viril. Ça dépend de l'homme, ça dépend pas de la barbe. Poil au menton, poil au menton, poil au menton. Je les trouve très sexy. Je trouve ça adorable. Je trouve ça beau, masculin, viril. Nous sommes les barbus, les malheureux barbus, jamais déçus, jamais vaincus. Poil au menton. Vive la barbe. Grâce à la barbe, non, jamais rien n'est perdu. De tout temps, les hommes ont utilisé cet attribut naturel pour projeter soit une image de sagesse, de respectabilité, de marginalité, de puissance ou de virilité. Barbe robuste, longue, courte, bien taillée, de tout genre selon les époques et les goûts personnels. Dans la religion, pas de coquetterie. Une image à projeter, celle du patriarche, rabbin, ayatollah, pope. Chez les catholiques romains, depuis le cardinal Richelieu, interdiction de porter la barbe, sauf chez les missionnaires. Mais pourquoi? Quand on a fait la colonisation des pays africains, même asiatiques d'ailleurs, et de l'Amérique, on a sans doute découvert, ce qui est un fait, que très difficilement les Amérindiens, qu'on appelle peau rouge parfois, les Noirs et même les Asiatiques, très difficilement ils ont de la barbe. Tandis que le blanc en a. Et à partir de ce moment-là, c'était presque une espèce de marque de prépondérance. On était non seulement ceux qui apportaient la civilisation, la culture, la virilité, puis toute la patente, mais en plus de ça, on avait pour l'imposer une barbe quand on était homme. Ça avait des avantages précis. Moi, à la Martinique, donc, j'avais commencé la barbe avant. Mais je l'avais rasée de temps en temps parce qu'il y avait des jeunes filles charmantes qui m'aimaient mieux sans barbe. Mais de toute manière, je l'ai portée à la Martinique immédiatement parce que, d'abord, ça empêche qu'on travaille tous les matins à se raser. Et d'aucuns qui ont la barbe forte, c'est pas mon cas, sont obligés de le faire 2 fois par jour. Deuxièmement, c'est qu'il y avait certainement cette vieille habitude missionnaire, cette habitude du blanc qui s'impose par la barbe, comme Molière, d'ailleurs, l'a dit dans l'École des femmes. Hein? C'est de ce côté-là que se trouve la toute-puissance. Vous dites que les missionnaires portaient la barbe, mais pas nécessairement les autres. Pour quelle raison, dans la religion catholique, les autres ne portaient pas la barbe? Ah, ben c'est parce qu'on s'inscrit toujours dans les normes de civilisation d'un moment historique. Ils ont dû la porter, les prêtres, à un certain moment. Mais dans le monde occidental, ça fait longtemps qu'on ne porte pas la barbe. Ça a commencé ailleurs avec César, il y a longtemps. Mais il n'y avait pas d'interdit dans la religion catholique? C'est-à-dire qu'il fallait avoir une permission dans un diocèse. Je me souviens que le cardinal Léger m'avait fait entendre de temps en temps qu'il ne fallait pas que je porte la barbe. Oh, j'avais fait une retraite où je prêchais aux coiffeuses et aux barbiers. Et il était venu pour la dernière journée. Et il avait parlé aux élèves, puis il leur avait dit, si j'avais un souhait à formuler, ce serait quand même que vous rasiez le révérend père qui vous a prêché. Bon, ça faisait partie des choses que normalement on considérait parce que la vision depuis fort longtemps était, comme les Cosaques l'avaient en proverbe, la Légion en France étrangère l'avait aussi, cheveux longs, barbe par la même occasion, discipline courte. Rasé, cheveux courts, de l'ordre, de la discipline. Ordre et discipline. C'est d'ailleurs l'image qu'on veut aussi projeter dans le monde des affaires. Pierre Montanaro est directeur de marketing dans une multinationale. Il est l'un des rares barbus à occuper un poste cadre. Est-ce que des hommes qui ont des grosses barbes, là, touffues, puissantes, là, énormes, mal entretenues, est-ce qu'ils peuvent se retrouver un peu limités dans leur choix de carrière ou dans leur poste dans une grande entreprise? Dans mon cas, là, dans le cas de quelqu'un qui occupe un poste de direction ou quelqu'un qui occupe un poste de marketing ou de vente ou quoi que ce soit, je pense que c'était un peu mal vu. Tu sais, le genre de barbe là, grosse comme ça, on a à la Paul Piché à l'époque, là. Non, c'est pas bien vu. Moi, je le conseille pas. Dans le monde du travail, est-ce que vous avez déjà constaté une situation où le port d'une barbe pouvait avoir un impact négatif? À ma connaissance, pas vraiment le port d'une barbe, mais cependant, je vais vous avouer que je pense que c'était la compagnie Johnson & Johnson aux États-Unis lors du fameux scandale Tylenol. Un fameux bonhomme qui était représentant de la compagnie, je pense que c'était un vice-président, il devait s'adresser à la presse pour expliquer finalement ce qui était arrivé à cause du produit. Alors, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que le bonhomme portait un énorme moustache. Et puis, l'agence de publicité qui
qui travaillait avec la compagnie lui a demandé de couper la moustache. Alors, ça lui donnait un air trop sérieux, un air trop sévère. Et puis, il fallait qu'il ait l'air, pour ainsi dire, là, entre parenthèses, clean cut. Alors, on lui a coupé la moustache, probablement les cheveux. On l'a mis à la télévision pour expliquer le scandale Tylenol. Clean cut, à l'image d'un milieu qu'on dit souvent conservateur. Dans le monde universitaire, on se démarque de l'homme d'affaires. Votre barbe est-elle celle d'un sociologue de la gauche? Si vous voulez, oui, parce que je l'ai laissé pousser pour la première fois dans le mai 68 à Paris, où je me trouvais à la première rédaction de thèse. Et je suis rentré au Québec après, et puis c'était pas mal la mode à ce moment-là. Les barbes arrivaient associées aux gens de gauche. Et à peine un an après mon retour, je me retrouvais à l'ouverture de l'Université du Québec, qui, en tout cas, se donnait des allures de gauche pas mal aussi dans ses façons de penser, dans ses façons d'agir. Alors, pour moi, à ce moment-là, c'était seulement comme une fantaisie, un caprice. Et puis, depuis que je l'ai, je n'ai pas encore osé l'enlever. Vent du nord-est de 15 km à l'heure environ, maximum moins 10 en fin de dimanche. La barbe, reflet de ce que nous sommes. Merci beaucoup, mon cher Alcide. Et puis, il fait moins vite, et puis c'est pas si mal. Joël Le Bigot a deux amours, la radio et la voile. Chez lui, c'est décidément l'image du marin, un peu poète, qui vole la vedette. Joël, vous êtes une vedette de la radio. Est-ce que votre barbe, ça fait pas un petit peu anti-star? Anti quoi? Anti-star! Vous qui en êtes une. Tu parles d'une drôle de question, anti-star. C'est un truc, le mot star, comme le mot vedette, comme le mot carrière, sont pas des mots qui m'intéressent beaucoup. Alors, quelle image cherchez-vous à projeter avec votre barbe? Aucune. Je crois qu'on n'est pas plus responsable de la tête qu'on a que du nom qu'on porte et qu'on passe sa vie à se fabriquer une image, à se fabriquer le visage pas qu'on voudrait avoir, mais celui qui nous convient, celui qui nous fait plaisir, qui correspond un peu à ce qu'on pense. La barbe, comme le reste, est un masque que l'on se met. Et le masque est beaucoup plus intéressant que le visage des gens. Le visage veut rien dire, le visage est sans intérêt, le visage c'est comme le nom. Mais le nom qu'on choisit... Vous dites que ça correspond à une image. Ça correspond à ce qui fait plaisir. Ça correspond à ce qu'on cherche. C'est comme se placer un peu de maquillage ou se couper les cheveux comme ceci ou se laisser la barbe comme cela. C'est parce que ça fait plaisir. Ça correspond intellectuellement à ce qu'on se fabrique comme image de soi. Alors, quelle image avez-vous de vous-même? Peut-être que quand j'étais plus jeune, c'était la façon... Il y a une chose qui m'a toujours horripilé, c'est de faire partie de cette terre où il y a trop de gens, où ils se ressemblent tous, où je ressemble à tout le monde et tout le monde me ressemble. Alors peut-être qu'à cette époque-là, où c'était peu fréquent, il y a 20 ou 25 ans, d'avoir la barbe, peut-être que c'était une façon, quand on est jeune, de se dissimuler derrière soi et en même temps de se cacher de la monotonie des êtres humains qui nous ressemblent, etc. Et puis après, ça devient de la paresse, puis ça devient du plaisir, puis ça chatouille, puis ça fait plaisir aussi des fois, puis des fois ça plaît. Alors on a peur de moins plaire quand on l'a pu, alors donc on la garde, c'est tout. Allez, la petite Francine. Peur de moins plaire. Que cachent-ils donc sous leur barbe? Ernest Hemingway nous aurait-il moins plu? Et Orson Welles, sans barbe? Autant de charme que de poils au menton. Quand j'ai pas de barbe, j'ai la tête de l'auteur de la bonne chanson. J'ai exactement le profil de la biga de bois. Et ça veut dire que j'ai un menton prognate. Et tout ce qui est barbe adoucit mon aspect. Je n'ai pas pensé à ça en premier, mais j'ai découvert que j'étais plus beau avec une barbe. D'autres me l'ont dit. Quelle raison vous pousserait-vous à couper votre barbe? Ah, quelle raison, ouais. Si moi-même, j'en avais le goût. Je pense Trouvez pas beau que... comme ça? Oui, je me trouve assez beau comme ça, là. Qu'est-ce qui pourrait vous amener à la couper? Je vois pas. Pourquoi vous la rasez pas, votre barbe? Ben alors pourquoi, je dirais, pourquoi les autres se rasent? Pourquoi il faut couper quelque chose? Pourquoi la circoncision existe en 85? Pourquoi il faudrait se raser? Il n'y a pas de raison de s'enlever quelque chose. On le fait si ça nous fait plaisir, pour se faire un masque aussi, ou un autre visage, ou un visage qui nous plaît, ou parce que la barbe nous déplaît, mais il n'y a pas de raison de l'enlever pour rien. Il faut une bonne raison.